Imaginez un instant. Vous êtes assis dans un café, un soir d'automne. La lumière est douce, presque dorée. En face de vous, une personne que vous commencez tout juste à découvrir. Vous échangez des mots simples, des sourires, des regards. Pourtant, sous la surface tranquille de cette conversation, quelque chose de bien plus profond est en train de se jouer. Sans que ni l'un ni l'autre ne le formule explicitement, vous êtes tous les deux en train d'observer, d'évaluer, de sentir. Pas avec des questionnaires ou des entretiens formels, mais avec cette intelligence instinctive que l'être humain a développée au fil de milliers d'années d'interactions sociales. Les relations humaines sont d'une complexité vertigineuse. Elles ne se construisent pas seulement sur les paroles échangées, mais sur un balai incessant de signaux minuscules, un léger froncement de sourcils, une pause un peu trop longue avant de répondre, la façon dont quelqu'un pose son téléphone sur la table, ou encore la manière dont il réagit lorsqu'on lui fait attendre 3 minutes de plus que prévu. Dans ces premiers moments où deux personnes apprennent à se connaître, particulièrement dans la danse subtile qui unit un homme et une femme, l'essentiel de l'information ne passe pas par les mots. Il passe par les comportements, les attitudes, les micro-réactions face à l'imprévu. Nous observons tous, souvent de manière totalement inconsciente. Nous cherchons à comprendre qui est vraiment l'autre. Est-il stable? Confiant? Capable de tenir ses limites sans devenir rigide? Peut-il rester lui-même face à la différence? Derrière ces questions se cache une quête ancestrale de sécurité émotionnelle. Nous voulons savoir si cette personne que nous laissons entrer dans notre univers sera un allié fiable ou une source de chaos. Et parfois, sans même le décider consciemment, nous mettons en place de petits scénarios de la vie quotidienne qui agissent comme des révélateurs. On les appelle souvent « tests », mais ce mot est trompeur. Il évoque la manipulation, le calcul froid. La réalité est bien plus nuancée, bien plus humaine. Ces comportements émergent naturellement, comme des réflexes psychologiques issus de notre besoin profond de comprendre l'autre avant de lui confier notre vulnérabilité. Ce soir, je vous invite à explorer ensemble ces dynamiques invisibles qui tissent la trame de nos relations. Nous allons plonger, sans jugement et sans simplification, dans les mécanismes psychologiques qui apparaissent lorsque deux êtres humains commencent à se rapprocher. Car comprendre ces mouvements intérieurs ne sert pas à devenir plus malin ou à gagner un jeu. Cela sert à devenir plus conscient, plus doux, plus authentique dans notre façon d'aimer et d'être aimé. Commençons par le premier grand révélateur, le test des limites. Dans la vie quotidienne, les limites personnelles sont comme les murs invisibles d'une maison. Elles définissent où nous nous sentons en sécurité, où nous pouvons dire « oui » sans nous trahir et où nous devons dire « non » sans culpabilité. Et c'est précisément dans ces zones frontières que se jouent les premières observations inconscientes. Imaginons une situation très ordinaire. Vous avez rendez-vous à 19h. À 19h12, la personne arrive en souriant, sans excuse particulière, comme si ces 12 minutes n'avaient aucune importance. Que se passe-t-il en vous? Ressentez-vous une légère irritation que vous exprimez calmement? Ou bien laissez-vous passer sans rien dire, tout en ressentant intérieurement une petite érosion de votre estime? Ou encore, inversez-vous les rôles, arrivez-vous systématiquement en retard pour voir comment l'autre réagit? Ces micro-situations ne sont pas des pièges tendus volontairement. Elles sont des invitations naturelles à révéler nos frontières intérieures. La psychologie sociale nous apprend que l'être humain est constamment en train d'évaluer la cohérence entre les paroles et les actes de l'autre. Lorsque quelqu'un accepte sans broncher un retard répété, cela peut inconsciemment signaler une difficulté à poser ses limites. À l'inverse, une réaction explosive, disproportionnée, peut révéler une rigidité, une peur profonde d'être dévalorisé. Entre les deux se trouve la zone rare et précieuse de la limite saine, celle qui s'exprime avec calme, sans agressivité, sans non plus se dissoudre dans la complaisance. Prenons un autre exemple, plus subtil encore. Lors d'une conversation, l'un des deux lance une petite remarque provocante, « Tu es toujours aussi sérieux » ou « Tu ne t'amuses jamais un peu ». Ce n'est pas une attaque. C'est une petite poussée sur la barrière. La réaction révèle tout. Celui qui se braque immédiatement, qui se justifie longuement ou qui contre-attaque, montre peut-être une fragilité dans sa confiance en lui. Celui qui sourit, qui répond avec humour tout en restant ferme sur ses valeurs, montre une limite claire et une flexibilité émotionnelle. Celui qui change complètement de sujet ou qui acquiesce pour faire plaisir, révèle peut-être une tendance à abandonner son propre territoire pour maintenir la paix. Ces tests des limites apparaissent aussi dans les choix quotidiens, accepter ou refuser une invitation de dernière minute, décider qui paie l'addition sans malaise, choisir le film du soir sans que l'un des deux se sente lésé. Chaque fois, l'observation inconsciente se fait.
Cet homme est-il capable de dire non sans culpabilité? Cette femme est-elle capable de respecter un non sans le prendre personnellement? Car la santé d'une relation future se mesure souvent à cette capacité mutuelle de respecter les frontières de l'autre sans les vivre comme un rejet. La psychologie évolutionniste suggère que ces mécanismes ont une fonction de survie ancestrale, savoir si l'autre sera capable de protéger son propre espace psychique, et donc potentiellement celui du couple. Mais au-delà de cette lecture, il y a une vérité plus belle, ces tests des limites sont en réalité des danses de découverte. Ils nous permettent de comprendre où nous pouvons nous appuyer l'un sur l'autre sans nous écraser. Passons maintenant à un deuxième grand révélateur, peut-être le plus silencieux et le plus puissant, le test de la confiance personnelle. La confiance en soi n'est pas une posture. C'est une stabilité intérieure, une capacité à rester ancré même lorsque l'extérieur bouge. Et dans les premiers temps d'une rencontre, cette stabilité est scrutée avec une acuité presque magique, sans que personne ne l'avoue. Imaginez une conversation où surgit un désaccord léger. Vous aimez le jazz, elle préfère la musique électronique. Rien de grave. Pourtant, à cet instant précis, quelque chose se joue. Celui qui commence immédiatement à douter de son goût, qui dit « Oui, tu as raison, le jazz c'est ringard », alors qu'il l'aime sincèrement, montre un besoin de validation externe. À l'inverse, celui qui s'emporte, qui argumente pendant 20 minutes pour prouver qu'il a raison, révèle peut-être une confiance fragile qui a besoin de dominer pour exister. Et puis il y a celui qui sourit, qui dit simplement « J'adore le jazz, même si je comprends que ça ne soit pas ton univers ». On peut écouter les deux? Cette réponse calme, sans besoin de convaincre ni de se soumettre, est le signe d'une confiance intérieure solide. La psychologie sociale parle ici du concept de « locus de contrôle ». Lorsque notre locus est interne, nous puisons notre valeur en nous-mêmes. Lorsque notre locus est externe, nous avons besoin du regard de l'autre pour nous sentir bien. Et ces petites conversations anodines deviennent des miroirs, celui qui change d'avis à chaque remarque pour plaire, celui qui a besoin que l'autre valide constamment ses choix, celui qui se sent menacé par une opinion différente, tous révèlent un besoin de validation qui, à long terme, peut alourdir la relation. Un autre exemple concret, la photo. Vous montrez une photo de vous plus jeune, un peu maladroite. La réaction? Certains rient avec tendresse, d'autres font une remarque moqueuse, d'autres encore changent rapidement de sujet comme si le sujet était gênant. Celui qui peut rire de lui-même sans s'effondrer, qui accepte la vulnérabilité sans chercher à la cacher ou à la défendre, montre une confiance profonde. Car la vraie confiance ne craint pas le regard de l'autre. Elle l'accueille. Ces moments de désaccord mineurs sont des laboratoires invisibles. Ils nous montrent si l'autre est capable de rester lui-même face à la différence, sans devenir agressif ni disparaître. Et dans une société où les réseaux sociaux nous poussent constamment à comparer et à douter, cette stabilité intérieure devient un trésor rare et précieux. Elle dit « Je suis bien avec moi-même, et je peux donc être bien avec toi sans que tu aies à me porter. » Troisième grand révélateur, le test social. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Et la façon dont une personne se comporte avec les autres est l'un des indicateurs les plus fiables de sa maturité future dans la relation intime. Car la manière dont on traite le serveur au restaurant, l'ami d'enfance un peu maladroit, ou l'inconnu qui demande son chemin, révèle notre rapport au monde bien plus que n'importe quel discours sur l'égalité ou le respect. Observez simplement. Dans un dîner avec des amis, comment réagit-il lorsque la conversation glisse vers un sujet où il n'est pas expert? Se tait-il humblement? Prend-il toute la place pour briller? Ou écoute-t-il vraiment, pose-t-il des questions, montre-t-il une curiosité authentique? La psychologie sociale nous enseigne que les personnes émotionnellement stables traitent les autres avec une cohérence remarquable, le même respect qu'ils accordent à ceux qu'ils aiment, ils l'accordent à ceux qu'ils ne connaissent pas. Un exemple quotidien, vous marchez dans la rue ensemble. Un sans-abri demande de l'argent. La réaction est immédiate, instinctive. Certains donnent sans regarder, d'autres ignorent avec gêne, d'autres encore engagent une courte conversation humaine. Aucun jugement moral ici, mais une observation, la façon dont on traite les plus vulnérables dit quelque chose de notre capacité à rester humain sous pression. Car dans une relation de couple, il y aura des moments où l'un des deux sera vulnérable, malade, en échec professionnel, fragile. Et la manière dont l'autre traite les vulnérables du monde extérieur préfigure souvent la manière dont il traitera la vulnérabilité de son partenaire. Autre situation, le groupe d'amis. Comment se comporte-t-elle lorsqu'elle est entourée de ses amis de longue date? Devient-elle soudain une autre personne, plus distante, plus performante? Ou reste-t-elle elle-même, tout en vous intégrant naturellement?
Les personnes matures ne compartimentent pas leur personnalité. Elles ont une cohérence qui traverse tous les contextes sociaux. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'authenticité transcontextuelle. Ces observations sociales ne sont pas des jugements. Elles sont des informations vitales. Car une relation durable n'est pas seulement un duo. Elle s'inscrit dans un tissu social. Et la stabilité d'une personne se mesure aussi à sa capacité à respecter les autres sans perdre son centre, à être généreuse sans être naïve, à être affirmée sans être dominatrice. Quatrième grand révélateur, le test émotionnel. La vie est faite de tensions. Petite ou grande. Et la façon dont une personne gère ses émotions dans ces moments est probablement le révélateur le plus puissant de sa force intérieure. Imaginez un désaccord plus sérieux. Un projet annulé à la dernière minute. Une parole maladroite qui touche une blessure ancienne. À cet instant, plusieurs chemins s'ouvrent. Certains perdent le contrôle, la voix monte, les reproches fusent, le corps se tend. D'autres se ferment complètement, deviennent froids, distants, punitifs par le silence. Cette dernière réaction est rare. Elle signe une maturité émotionnelle exceptionnelle. La psychologie moderne, notamment les travaux sur l'intelligence émotionnelle, nous montre que la capacité à tolérer l'inconfort émotionnel sans le décharger immédiatement sur l'autre est l'un des plus forts prédicteurs de relations durables. Car dans un couple, les tensions ne disparaissent jamais complètement. Elles évoluent simplement. Celui qui peut rester calme tout en restant connecté, qui peut exprimer sa colère sans devenir agressif, qui peut entendre une critique sans s'effondrer ni contre-attaquer, celui-là possède une stabilité qui devient un refuge pour l'autre. Observez aussi les moments de joie partagés. Paradoxalement, la façon dont quelqu'un reçoit une bonne nouvelle de l'autre est révélatrice. Peut-il se réjouir sincèrement sans comparaison, sans ramener le sujet à lui? Ou bien sent-on une petite tension, une pointe de jalousie vite masquée? La stabilité émotionnelle inclut aussi la capacité à célébrer l'autre sans se sentir diminué. Ces tests émotionnels ne sont pas des examens. Ils sont les moments où l'âme se montre nue. Et dans notre monde où l'on nous apprend à performer en permanence, la capacité à rester humain vulnérable, vrai, régulé devient une forme rare de force. Cinquième grand révélateur, le test de l'indépendance personnelle. Une relation saine n'est pas une fusion. C'est la rencontre de deux complétudes. Et l'une des observations les plus profondes que nous faisons inconsciemment concerne l'autonomie de l'autre. Regardez sa vie en dehors de vous. A-t-il des passions qui lui sont propres? Des amis qu'il voit sans vous? Des projets qui ne dépendent pas de votre validation? Une personne qui abandonne tout dès qu'une relation commence révèle souvent une dépendance émotionnelle qui, à terme, peut devenir étouffante pour les deux. La psychologie attachement nous apprend que les personnes ayant un attachement sécurisé maintiennent leur identité même dans l'intimité. Elles peuvent être profondément connectées tout en restant autonomes. Elles ont une vie intérieure riche, livres, sport, création, réflexion. Et cette richesse devient un terreau fertile pour le couple, car elle empêche la relation de devenir le seul centre de gravité de l'existence. Un exemple simple, le week-end seul. L'un propose de partir 2 jours avec ses amis d'enfance. La réaction de l'autre est parlante. Celui qui panique, qui culpabilise ou qui fait du chantage affectif subtil montre une dépendance. Celui qui dit simplement « profite bien, on se retrouve avec plaisir dimanche soir » montre une sécurité intérieure qui rend la relation plus légère, plus libre. L'indépendance personnelle n'est pas de la distance. C'est la capacité à choisir la proximité plutôt que d'en avoir besoin pour exister. Et cette autonomie mutuelle crée un espace où l'amour peut respirer. Sixième et dernier grand révélateur, le test de l'authenticité. Au fond de toutes ces observations se trouve une question plus essentielle encore, cette personne est-elle vraiment elle-même, ou joue-t-elle un rôle pour me plaire? Les comportements trop parfaits, trop calculés, les réponses toujours adaptées, les compliments systématiques, les changements d'opinion selon l'humeur de l'autre, tout cela active chez nous une alarme inconsciente. Car l'être humain perçoit intuitivement l'artifice. Nous sentons quand l'autre essaie trop de correspondre à ce qu'il imagine que nous voulons. L'authenticité se reconnaît dans les petites imperfections assumées, un rire un peu trop fort, une opinion tranchée sur un sujet sans importance, un moment de maladresse, une vulnérabilité partagée sans calcul. Celui qui peut dire « je ne sais pas » sans honte, qui peut avouer une peur, qui peut rester silencieux sans que ce silence soit pesant, celui-là offre quelque chose de rare, la possibilité d'une vraie rencontre. La psychologie humaniste, depuis Carl Rogers, nous enseigne que l'acceptation inconditionnelle de soi permet l'acceptation inconditionnelle de l'autre.
Et c'est précisément cette authenticité qui crée la sécurité profonde dont nous avons tous besoin. Au fil de ces explorations, nous avons parcouru un territoire intime et universel. Nous avons vu que derrière les tests que nous nous faisons les uns aux autres se cache en réalité une quête de vérité mutuelle. Une quête qui n'est ni masculine ni féminine, mais profondément humaine. Et maintenant, arrivons à la conclusion. Les relations durables ne reposent pas sur des jeux, des stratégies ou des victoires. Elles reposent sur la compréhension mutuelle, le respect profond et l'authenticité radicale. Comprendre ces dynamiques invisibles, ses limites, ses confiances, ses réactions sociales, émotionnelles, ses indépendances et ses authenticités ne sert pas à mieux gérer l'autre. Cela sert à mieux nous rencontrer nous-mêmes et à mieux rencontrer l'autre. Car au fond, chaque relation est une invitation à grandir. À devenir plus conscient de nos propres réactions, plus doux avec nos peurs, plus ferme avec nos valeurs. Lorsque nous cessons de voir l'autre comme un adversaire à décoder et que nous le voyons comme un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, alors quelque chose de magique se produit, la relation devient un espace de liberté partagée. Dans ce monde rapide, bruyant, où les apparences règnent souvent, prendre le temps de cette observation bienveillante est un acte de résistance. Un acte d'amour véritable. Car aimer, ce n'est pas deviner tous les tests. C'est créer ensemble un espace où aucun test n'est plus nécessaire, parce que la confiance est déjà là, solide, vivante, construite jour après jour sur la vérité de qui nous sommes vraiment. Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. Puissiez-vous, dans vos rencontres futures, porter ce regard à la fois lucide et tendre. Puissiez-vous vous souvenir que derrière chaque réaction, chaque limite, chaque moment de doute ou de force, il y a un être humain qui, comme vous, cherche simplement à aimer et à être aimé en toute sécurité. Et surtout, puissiez-vous vous offrir à vous-même cette même compréhension, cette même patience, cette même authenticité que vous espérez rencontrer chez l'autre. Car la plus belle relation commence toujours par la relation que nous entretenons avec nous-mêmes.